Bienvenue dans Pulsation, le podcast des parcours les plus inspirants du monde de la santé. N'hésitez pas à vous abonner, à partager ce contenu et à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Bonjour à tous et bienvenue sur Pulsation. Cet épisode a été réalisé au Salon Infirmier. Je vous souhaite à tous un bon visionnage. Bonjour à tous et bienvenue sur Pulsation. Aujourd'hui on est avec Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour Alexandre. Pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter ? Alors, je suis Catherine Cornibert, je suis docteure en pharmacie. Je suis directrice générale de l'association SPS, qui est une association soins aux professionnels de la santé. D'accord. On commence toujours par la même question. C'est pourquoi la santé ? Qu'est-ce qui t'a amené à devenir pharmacienne initialement ? Alors moi je suis née dans une officine. Ma mère avait été pharmacien installé dans le Jura. Mon père était prof de chimie à l'université de Besançon, donc j'avais des parents quand même déjà dans le domaine. Et en terminale, j'ai décidé de choisir la filière pharmacie, mais plutôt du côté industrie. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Et je suis partie à Besançon faire mes 4 années de pharmacie. Et ensuite, je suis allée à Châtenay-Malabry en Île-de-France pour faire l'option industrie. Et ensuite, j'ai fait ma 6e année à HEC en stratégie management pour ensuite travailler dans l'industrie. Okay. Et ton objectif à terme, c'était de travailler pour un grand groupe ? Oui, moi, je voulais travailler dans le marketing et dans la communication, dans l'industrie pharmaceutique, rentrer comme chef de produit et faire ma carrière en marketing et communication. Ce que j'ai fait pendant 17 ans. Ouais, c'était ma question suivante, c'est comment tu as commencé ta vie professionnelle, de santé, si on peut dire, même si tu n'étais pas pour le coup là en direct avec les patients, mais comment ça se passait du coup au quotidien, parce que c'est un profil qu'on n'a pas souvent, pour la plupart des gens, le pharmacien il tient son officine et en fait il y a plein de façons d'exercer le métier de pharmacien. Alors moi quand je dis que je suis née dans une officine, la maison était intégrée dans l'officine, donc je passais la plupart de mon temps dans une officine. J'ai travaillé beaucoup en officine pendant mes études de pharmacie. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était plutôt le commerce, c'était plutôt l'industrie, c'était plutôt le marketing et la communication. Donc c'est pour ça que j'ai choisi industrie. Et que je suis rentrée comme chef de produit dans un groupe qui s'appelait Searle, qui s'occupait notamment de Canderel et de produits OTC, en fait, grand public dans l'industrie. Et j'ai fait également ensuite Boots, je me suis occupée du lancement de Nurofen Rhume. Et puis après, j'ai intégré Sanofi pendant 12 ans, où j'ai travaillé à la fois dans le marketing, le trade marketing, la communication à l'officine. J'ai fait un pré-lancement d'un médicament dans l'obésité. Et ensuite, je suis arrivée à la communication pour m'occuper de tout ce qui était douleur, antibiothérapie, générique et tous les produits OTC au niveau du groupe de chez Sanofi, en direction de communication. Et à ce moment-là, du coup, quand tu travailles pour Sanofi, qui est un groupe énorme, oui. C'est quoi ton quotidien ? C'est quoi ta relation avec le médicament, avec les patients ? Alors, quand on travaille comme dans le marketing, et là, en l'occurrence, dans le marketing plutôt officine, notre quotidien, c'est de lancer des produits, de faire la formation au niveau des équipes officinales, de s'occuper du merchandising, de s'occuper de la communication vis-à-vis des officinaux. Et ensuite, quand je suis passée à la communication, le quotidien, c'est aussi la gestion de crise par rapport à des médicaments qui en ont besoin, et notamment des patients. C'est la relation avec les journalistes. C'est la valorisation de communication grand public auprès des patients. C'est aussi la communication dans les officines, les formations des équipes officinales, et c'est aussi du management d'équipe à la fois au siège et à la fois sur le terrain, puisque j'avais une équipe qui allait en officine pour promouvoir à la fois les médicaments, former les équipes officinales et s'occuper de la communication à l'officine pour les patients. C'est le rôle de pharmacien dans mon esprit, et tu me diras si j'ai tort ou pas, mais il est un peu à part du reste des professionnels de santé, parce que le pharmacien, il a vraiment une vision, beaucoup plus transverse du soin. Typiquement, tu me disais que tu as fait HEC, ce qui peut être assez courant pour un pharmacien, beaucoup moins pour un médecin, pour un infirmier. Donc vous avez souvent une vision un peu plus, je ne sais pas si je peux dire ça, mais globale du marché qu'est la santé. Ça, c'est une vraie richesse, et aujourd'hui, je trouve que c'est un peu dommage que les pharmaciens ne soient pas un peu plus sollicités, plus mis en valeur sur ce sujet-là, parce que en fait, vous avez déjà beaucoup de solutions
que les autres professionnels de santé, sur des questions que les professionnels de santé commencent à peine à se poser, quoi. Oui, c'est un métier qui est polyvalent puisque, alors en tout cas un pharmacien d'officine, il est à la fois manager, il est à la fois acteur de santé et il est à la fois aussi acteur économique. Et il doit mélanger ces trois métiers pour arriver à donner au mieux possible, dans le cadre d'une sécurisation aussi de délivrance, des médicaments aux patients. C'est aussi un acteur qui est dans un espace de vente particulier, puisqu'il y a la partie information et il y a aussi la partie prescription. Et je pense qu'on parle beaucoup de la pharmacie comme un espace de vente, mais c'est aussi un espace d'information, de formation, de délivrance de médicaments aussi, mais de ressources même pour les patients, puisque c'est un lieu de vente, un lieu d'information où il y a quand même 4 millions tous les jours de Français qui passent dans une officine avec beaucoup de femmes. Mais où c'est gratuit finalement. Donc on va voir son pharmacien parce qu'on a un problème. Et je dis toujours, le pharmacien, c'est la première personne qu'on va voir, premier professionnel qu'on va voir quand on a un problème. Et c'est aussi le dernier, parce que quand on a une délivrance, on va chercher son ordonnance. Et c'est aussi le dernier parcours de soins. C'est à la fois le premier acteur dans le parcours de soins et le dernier acteur dans le parcours de soins. Ah, mais c'est hyper intéressant et je pense qu'il y a un vrai rôle aussi de vulgarisation des choses. Combien moi j'ai vu de patients aller à la pharmacie pour demander juste un conseil. Il m'a prescrit ça. Comment ça marche? Ça veut pas dire que le docteur l'ait pas dit. Peut-être que sur le temps ça n'a pas été entendu parce que il y a eu d'autres informations. Ah mais ça je sais plus. Est-ce que je dois le prendre le matin, le soir? Comment ça se prend? Tous les jours en pharmacie on entend ce médicament-là, il faut le prendre à tel moment, tel temps. Donc c'est un vrai échelon de la prise en charge de la médecine. Oui, c'est un acteur qui est quand même, j'ai envie de dire, prioritaire, majeur dans le parcours de soins d'un patient, parce qu'on vient le voir sur toutes les questions, on peut lui poser toutes les questions. Il doit avoir une connaissance, une compétence, non seulement sur les pathologies, même sur le maillage territorial d'un professionnel de santé, le maillage hospitalier, le maillage de clinique. Donc c'est un acteur qui doit connaître à la fois les médicaments, la maladie, sans faire de diagnostic évidemment, qui doit être un formidable communicant aussi pour rassurer les personnes. Et il a aussi une sacrée responsabilité dans la délivrance d'un médicament. Et il doit être vraiment donner toujours confiance à un patient, à un client qui doit arriver. Et il a aussi un rôle de vendeur, il a un rôle commercial par rapport à un espace visible en tout cas pour les patients, qui peuvent être de la cosmétique, des compléments alimentaires. Et il doit vraiment être sur tous les fronts finalement, même dans la vaccination, même dans l'accompagnement d'une pathologie, avant une hospitalisation, après une hospitalisation. En fait, on peut tout lui demander finalement à un pharmacien. Et à l'équipe officinale, parce que j'oublie pas aussi le formidable travail des préparateurs et de toute l'équipe officinale, parce que souvent il y a en moyenne 5-6 personnes en pharmacie, il y a un pharmacien pour 4 ou 5 autres personnes, avec beaucoup de femmes, c'est un métier très féminisé. Et il y a aussi un besoin de coordination dans l'équipe, avec chacun sa place et à sa place, pour pouvoir être au plus proche du client, le rassurer, fidéliser, parce que c'est aussi un métier commercial, fidéliser comme étant dans la santé, mais aussi pour pouvoir qu'ils puissent accéder à des produits facilement achetables. En ce moment, ça redevient, alors c'est toujours un peu cyclique, ça redevient à la mode, mais on parle beaucoup de prévention et de santé publique. Comment tu imagines le rôle du pharmacien dans ce milieu de la prévention et de la santé publique? Quand on parle déjà beaucoup avec SPS, mais même sans parler des soignants en particulier, dans la vie globale, comme je disais tout à l'heure, 80% des gens vont avec leur premier professionnel de santé d'abord chez le pharmacien pour savoir, parce que je tousse depuis 3 jours, j'ai pas le temps d'aller chez mon médecin, comment vous pouvez m'aider? Comment tu envisages à l'avenir ce rôle de prévention au niveau des pharmaciens? La prévention, pour moi, c'est essentiel, pas forcément que dans l'espace de vente et chez le pharmacien, mais dans son comportement de tous les jours. La prévention doit permettre d'éviter justement de prendre trop de médicaments ou d'avoir accès aux urgences. Et c'est un comportement effectivement que peut proposer le pharmacien.
mais c'est un comportement sur lequel chacun doit être responsable. Quand je parle prévention, c'est déjà sur les fondamentaux, l'alimentation, l'activité physique, le sommeil et la gestion de son stress. C'est vraiment les 4 piliers essentiels dans la prévention. Le pharmacien et l'équipe officinale, vraiment leur rôle à jouer dans le conseil au quotidien au niveau des patients qui vont rentrer dans l'officine, sur le bien dormir, bien bouger, bien manger quelque part avant de prendre un médicament. Si chacun était responsable des fondamentaux sur ces 4 piliers, c'est vrai qu'on aurait un petit peu moins recours aux médicaments, un petit peu moins recours aux urgences, un petit peu moins recours à l'hospitalisation. Et on est un peu tous responsables effectivement de sa santé, de son bien-être, avec des comportements de prévention au quotidien dans sa vie de tous les jours. J'ai eu un échange avec un start-upper, un infirmier qui avait lancé un modèle de prévention. Justement, en fait, les questionnaires permettaient de faire de la prévention. Il avait tout identifié les pharmacies, donc il avait installé des solutions dans les pharmacies. Et en fait, à partir de là, il avait beaucoup plus de retours qu'à partir d'un cabinet médical. Parce qu'en fait, on sous-estime vraiment le nombre de passages qu'il y a et le nombre de professionnels, le nombre de problèmes de santé qui sont affectés dans une pharmacie. Et donc, c'est clair qu'un pharmacien, il pose des questions sur le sommeil. Le sommeil est un critère à la fois la cause et la conséquence d'un mal-être ou d'une pathologie sous-jacente. Mais quand vous posez des questions fondamentales autour de ces 4 piliers, comment vous vous sentez? Est-ce que vous dormez bien? Comment sont rythmées votre alimentation dans la journée? Est-ce que vous pratiquez, est-ce que vous marchez? Est-ce que vous pratiquez du sport? Est-ce que vous faites de l'activité physique? À partir de ces 4 questions, vous arrivez quand même globalement à vous faire une idée du comportement en fait au quotidien des personnes. On va changer la possible. Tu nous parlais de ton expérience chez Sanofi. Après Sanofi, du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Alors en fait, ma vie personnelle est très importante aussi dans l'évolution de ma carrière professionnelle, puisque moi j'ai adopté 2 enfants. Colombiens qui ont maintenant 17 et 21 ans. Donc mon aîné est un garçon et ma fille a 17 ans. Et je voulais m'occuper plus de mes enfants. Donc j'ai décidé de quitter cette belle entreprise comme Sanofi pour monter mon entreprise, être un petit peu plus disponible et un peu plus libre dans mon activité au quotidien, et être un petit peu moins liée à des gestions de crise et à en tout cas des communications très fréquentes, très prenantes, notamment avec des journalistes. Donc j'ai quitté Sanofi en 2009 et j'ai créé une agence de communication en santé autour de la communication à l'officine d'abord. Donc je suis toujours gérante, 16 ans après, pour faire du conseil, pour faire des outils et des supports de communication, pour faire des packaging, pour faire de la relation média, et pour m'occuper aussi de sujets de santé publique, pour avoir du sens aussi dans mon quotidien, et pour me dire que finalement le beau métier dans le secteur de la santé que j'avais choisi et que j'avais adoré pendant mon passage dans l'industrie pharmaceutique pouvait aussi, je pouvais donner du sens à être entrepreneur et à m'occuper de sujets de santé publique comme je l'ai fait et que je continue d'ailleurs à faire. Donc voilà comment j'ai quitté en fait cette industrie, et j'ai beaucoup de plaisir effectivement à travailler en tant qu'entrepreneur. C'est un tout autre métier pour l'industrie, mais aussi pour des institutions autour de sujets comme la myopie, des cancers de l'enfant et de l'adolescent, mais aussi à continuer à exercer mon métier, mais de l'autre côté, cette fois en tant qu'agence de communication, à faire des sites internet, à faire des applications, à faire du conseil pour bien communiquer, à faire des brochures, à faire des jeux pédagogiques pour former les équipes officinales, à faire des campagnes de communication. Donc c'est ça moi qui m'anime, et je trouve que moi j'aime bien effectivement valoriser les actions qui sont faites par les autres, mais les mettre en lumière, et surtout que ça soit mieux connu par les patients via les professionnels de santé, mais que les patients puissent accéder à des outils qui soient simples, efficaces, bien faits, et voilà,
aussi travailler avec les associations de patients parce que je pense que c'est important dans ce cadre-là. Donc, je continue vraiment à m'épanouir dans ce travail de communication, mais sur des sujets de santé publique qui m'animent et qui me donnent du sens dans ce cadre-là. Et du coup, comment on en vient à SPS derrière? Comment est née l'association SPS? En fait, c'est 4 professionnels de santé qui sont venus me voir en janvier 2015, dont le professeur Pierre Carayon, qui a été à Besançon chef de service en gastro-entérologie et qui a accueilli des soignants toute sa vie qui n'allaient pas bien et qui étaient plutôt qui étaient en addiction d'alcool. Et lors de sa retraite, il s'est dit moi je vais essayer de m'occuper de la santé des soignants et de créer des unités dédiées qui les accueillent spécifiquement. Donc il est venu me voir avec Didier Sicard, je n'oublie pas ces 2 membres d'honneur de l'association SPS qui ont cofondé l'association avec Éric Henry, qui est encore actuellement président de l'association, qui ont eu envie de créer en janvier 2015 un colloque à l'Académie nationale de médecine pour rassembler des acteurs qui voulaient s'occuper de la santé des soignants. C'est comme ça qu'a commencé l'aventure de l'association. Donc en tant qu'agence, je me suis dit, oui, pourquoi pas organiser un colloque pour rassembler les acteurs qui s'occupent de la santé des soignants. Et en 2015, jamais je m'étais... À la mode, non, je me dis, mais la santé des soignants, on n'en parle pas. Je m'étais jamais même posé la question de dire pourquoi s'occuper de la santé des soignants. Et donc, j'ai commencé à réfléchir. Je me dis, mais c'est quand même super bien de s'occuper de la santé des soignants parce que ils doivent être en bonne santé pour soigner les autres. Donc, c'est quasiment même une évidence. Donc, on a commencé, moi, je me suis dit, il faut des acteurs qui puissent être autour de ce colloque. Donc, j'ai fait appel à mon réseau et notamment à Philippe Gertner à l'époque, qui était président du syndicat des pharmaciens. Et il était également président du Conseil national des professions de santé. Et à l'époque, il y avait en vice-président Éric Henry, qui était président des syndicats des médecins libéraux, qui lui-même avait un papa qui s'était suicidé et il voulait défendre cette cause. Et il a dit, moi, en tant que vice-président du Conseil national des professions de santé, j'ai envie de m'occuper de cette cause, j'ai envie de m'occuper de la santé des soignants et j'ai envie qu'ils aillent bien. Donc, il est venu me voir. Il a dit, moi, je veux bien être avec vous dans cette aventure. On a fait une première enquête avec Stétos, avec Henri Farina, qui était un des cofondateurs. Et à l'issue de cette enquête, j'ai été très surprise sur le fond et sur la forme, puisque on a eu 2000 retours de questionnaires en 10 jours qui montraient déjà que 50% des professionnels de la santé avaient été confrontés à un burn-out, que 50% ne savaient pas à qui s'adresser et que 50% pensaient que s'ils étaient en souffrance, ça pouvait impacter au point de mettre en danger la vie d'un patient. Et que s'ils étaient hospitalisés, ils voulaient aller dans des unités dédiées. Donc on a eu ce retour d'enquête en 2015 qui était quand même assez alarmiste déjà. Et je me suis dit, mais en fait, il y a un vrai problème de santé des soignants, des professionnels de santé. Ça veut dire que finalement, ils ne sont pas en si bonne santé que ça et que le colloque qu'on va faire, il a du sens. Et j'ai découvert un monde de santé publique. Moi, je connaissais bien le monde de l'industrie. Oui. Et j'ai appris avec Éric Henry, qui était médecin, qui connaissait pas mal la santé publique, Pierre Carayon, les fédérations, le monde hospitalier, le monde institutionnel. Et on a commencé effectivement à rentrer dans ces instances à la fois libérales et institutionnelles pour dire qu'il y avait un problème de santé des soignants dans ce cadre-là. Et ça a été pour moi une grosse découverte. Et en même temps, je me suis dit, mais c'est un enjeu incroyable. Ça va donner encore plus de sens dans mon travail parce que je me suis dit, si les soignants vont pas bien, comment on peut soigner finalement ces patients? Et je me suis dit que ça avait beaucoup de sens dans ce que je voulais donner à ma vie, notamment à ma vie professionnelle. Ouais, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que moi je fais le parallèle avec mon histoire. Moi j'étais infirmier militaire, du coup, c'est peut-être en plus majoré dans l'armée, mais j'ai le truc de je peux pas être malade,
parce que si je suis malade, qui va s'occuper de mes patients? Ouais. Et ce qui fait que ça devenait presque une fierté de venir travailler malade. On venait avec 42 fièvres, sous des masques, transpirant des grosses gouttes. Moi, pour l'anecdote, après la naissance de mon fils, j'ai été très fatigué et je ne me suis pas écouté. Je suis allé retourner travailler de nuit jusqu'au jour où je me suis endormi en réanimation à midi, à 30 ans. Là, Ouais. il y a quand même Il y a quelque chose qui ne va pas. Et en fait, après bilan, je fais l'histoire courte, mais après le bilan, il s'avère que j'avais fait un cytomégalovirus, probablement dû à la naissance de mon fils, une mononucléose et une hypothyroïdie Hashimoto tout en même temps. Ouais. Donc j'avais des bonnes raisons d'être fatigué. Bah, Et le ce truc corps de, craque en fait. on Ouais. ne s'écoute pas. Ouais. Et donc, continue d'être dans l'action et dans le faire. Ouais. Et en plus, moi, je me questionne maintenant, mais à quel point j'ai pu être dangereux à cette période-là. Parce que pour en arriver à 30 ans à s'endormir à midi, c'est que j'arrivais Il y a à un un état impact. d'épuisement. Bah ouais. Je touche du bois. A priori, ça n'a pas eu d'impact plus que ça, mais Ouais. ça aurait pu en avoir. Donc il y a un risque aussi des deux côtés. Ouais. Il y a un risque en fait sur la qualité du soin. Il peut y avoir un risque même vital. On prend même un pharmacien, on en parlait tout à l'heure, un pharmacien qui est fatigué et il peut mal délivrer un médicament, ça peut être quand même assez fatal. Je prends un chirurgien dentiste, enfin tout type de professionnel de santé, en fait, s'il va pas bien, a un impact dans la chaîne du soin, dans le parcours de soins. Donc là, je me suis dit, ouais, il y a vraiment quelque chose à faire. Et en même temps, c'était hyper tabou, c'était honteux. Moi, je me souviens quand même un entretien à l'ordre des médecins, et notamment avec Monsieur Bouet, je le cite, il m'a dit, non, Catherine, écoutez, parler de la... Donc c'était avec Éric Henry, parler de la santé des soignants, c'est quand même compliqué, c'est abîmer l'image de la profession, quoi. C'est compliqué, quoi. Et là, je me suis dit, ben non, il faut en parler. Il y avait des études déjà, mais c'était dans le Lancet en anglais, personne n'imaginait en fait qu'un soignant pouvait mal aller. Il fallait pas en parler. C'était pas bien vu. Culturellement, un soignant, c'est un super héros. Il n'a pas le droit d'être malade. Et encore maintenant, alors ça a beaucoup évolué, mais encore maintenant, c'est compliqué et on n'a pas envie de se déclarer, quoi. Alors déjà en santé physique, un soignant va dire bon bah je me suis fait mal à la main, mais jamais il va dire ah bah non, je suis en dépression, ça va pas, je fais un burn-out. Non, c'est pour lui, c'est quelque chose qui est impossible à dire. Ouais. Et même, il va jusqu'à ses limites physiques avant de s'arrêter. Je vais vous raconter une histoire, moi, qui m'a marquée. Un soir, j'étais exceptionnellement dans mon canapé à 9h le soir à la suite d'un colloque. Ça devait être le 6e ou 7e colloque. Et j'étais épuisée parce que je venais d'animer un colloque avec 40 intervenants. Et à 9h, j'ai sur mon portable... quelqu'un m'appelle et c'était un anesthésiste réanimateur qui avait eu, je pense, mon portable parce que comme je fais pas mal de conférences, j'avais dû lui donner ma carte. Et il m'a dit, Madame Cornibert, je vous appelle, je suis au bout du rouleau. Je n'en peux plus. Faites quelque chose pour moi. Et là, à 9h le soir, vous vous réveillez et même un peu fatigué, vous l'écoutez. Et au cours de la conversation, il m'a dit, de toute façon, je suis obligée de retourner au bloc parce qu'il n'y a personne pour me remplacer et j'y retourne dans une demi-heure. Et donc là, je l'écoute. Vraiment, je lui donne des conseils. Il me dit qu'il est drogué, enfin qu'il se drogue pour tenir le choc. Et il a été hospitalisé le lendemain par notre président, donc Éric Henry, qui est médecin, qui aussi gère en fait les situations un peu délicates. Et on l'a hospitalisé le lendemain après sa nuit de garde dans une unité dédiée pour qu'il soit hospitalisé et accompagné. Donc vous voyez qu'un médecin, un anesthésiste, forcément il était déjà un peu atteint, mais il a allé au bout de ses limites, même drogué. Beaucoup franchi les limites, etc. Honnêtement, j'aurais pas aimé être le patient anesthésié par lui à l'hôpital, quoi. Et il y en a, il y a 50% des professionnels de santé qui vont pas bien. Donc, j'ai envie de dire, il y a urgence quand même à s'occuper d'eux parce que c'est vraiment très important dans ce cadre-là. Donc, il faut en parler, quoi. Il faut en parler, il faut oser dire qu'on va pas bien, il faut être dans la prévention, il faut s'occuper de soi, il faut faire des pauses, il faut partir en vacances, il faut voir ses amis, enfin, faut tout ça, quoi. Sûr.
Et du coup, SPS a beaucoup grossi depuis Ouais. 2015. Aujourd'hui, vous faites bien plus que des colloques. Ouais. Qu'est-ce que vous faites du coup aujourd'hui? Alors c'est vrai que SPS est né en novembre 2015, donc maintenant à 10 ans. On est parti, j'ai envie de dire, pas de rien, mais de moins que rien. C'est-à-dire que il fallait pas en parler, il fallait pas Oui. communiquer, c'était honteux, c'était tabou. On mettait des affiches, on déchirait nos affiches parce que il y avait pas de burn-out, ça n'existait pas. On a beaucoup travaillé depuis 2015. Quand je dis beaucoup travaillé, on a fait une quinzaine d'enquêtes et d'études pour essayer d'identifier les besoins, les ressources de tous les professionnels de santé. Et tous les ans, il s'est passé quelque chose qui ont structuré et qui ont fait que l'association est arrivée à ce jour. On a commencé par la plateforme nationale d'écoute en 2016. On a travaillé avec la CNAM sur ce sujet, notamment avec l'équipe de Nicolas Revel, pour structurer en fait une plateforme professionnelle et qui répondent aux besoins des professionnels de santé. Anonyme, confidentiel, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Des psychologues qui répondent au téléphone, pas des médecins, pas des aides-soignantes, pas des aides sociales, mais des psychologues dont c'est le métier, qui répondent au téléphone avec 100% de décroché. Donc ce cahier des charges extrêmement rigoureux est encore d'actualité, et encore plus d'actualité maintenant. Si vous n'avez pas l'anonymat, la gratuité, la confidentialité des psychologues qui sont fermés, qui répondent H24, 7 jours sur 7 avec 100% décroché, ça ne peut pas marcher. Voilà, donc ça, c'est quasiment 40 000 appels depuis maintenant 9 ans, avec entre 15 et 20 appels par jour, avec un numéro vert, qui est le 0805 23 23 36, et une application qui permet d'accéder à cette plateforme, donc c'est 120 psychologues, et qui permet de choisir ces psychologues, de voir leur plage horaire pour pouvoir les rappeler éventuellement, et leur profil, voire même leur langue. Donc on a un système d'écoute. Derrière, on a créé le réseau national du risque psychosocial qui accueille en consultation physique des personnes qui auraient besoin médicalement d'être prises en charge par un médecin, par un psychiatre, voire par un psychologue. Il y a 400 personnes en France, dans quasiment tous les départements. On a référencé des unités dédiées qui sont formées à accueillir des soignants spécifiquement. Il y en a une douzaine en France. Et puis, surtout, malheureusement, on déclenche des hospitalisations d'urgence pour des personnes qui sont en idée suicidaire imminente. Donc, ce n'est pas juste une plateforme d'écoute, c'est tout un réseau derrière médicalisé qui prend en charge des soignants qui en ont besoin. Des fois, l'écoute suffit, heureusement, dans la plupart du temps. Mais des fois, on a des appels de nuit. On a 30% d'appels la nuit, même les appels le week-end, où il y a des appels d'urgence ou de semi-urgence qui fait que notre équipe en interne, composée de 4 personnes, dont le président, la vice-présidente et 2 psychologues, par rapport à la désanonymisation de l'appel, rappelle les personnes pour désamorcer les crises suicidaires et en général les hospitaliser dans les 48 heures. Donc ce parcours et ce dispositif est unique en France. Certes, il y a d'autres plateformes d'écoute, mais qui soient aussi professionnalisées avec un accompagnement médical pris en charge d'ailleurs par l'association, voire même d'hospitalisation d'urgence, c'est assez unique. Et j'ai envie de dire c'est assez essentiel puisqu'on a quand même sauvé quelques vies grâce à cette plateforme. Félicitations, et 40 000 appels, ça prouve qu'il y a quand même un vrai besoin. C'est pour ça aussi l'idée de nous faire venir, c'est que je pense que c'est partie des initiatives qu'il faut mettre en valeur, qui sont malheureusement pas assez connues. Et je pense qu'il n'y a pas assez de soignants qui connaissent votre numéro, parce que 40 000, c'est à la fois beaucoup, et à pas la beaucoup, fois à l'échelle du territoire. Ouais. C'est peu connu en fait. De besoins. Ouais. Donc on renotera le numéro, on renotera tout ça dans la description pour que vous puissiez, si jamais vous avez besoin, contacter SPS. C'est quoi la suite pour SPS justement? Alors en 2019, on parlait de prévention tout à l'heure, on a constaté à travers nos études que le soignant, il n'était pas en très bonne santé, mais sur tous les critères, sommeil, activité physique, alimentation, gestion du stress, et que par rapport à ça, on s'est dit on va créer en tout cas des ateliers de prévention
sous forme de journées. Au départ, c'était en 2019. On a fait une dizaine de journées qu'on a appelées journées d'ateliers dynamiques et d'échanges en santé, sous l'acronyme JAD, maintenant qu'on a marketé sous ce nom-là, avec des ateliers de ressources pour les soignants autour de la gestion du stress, de tout ce qui était mode de vie, alimentation, activité physique, sommeil, gestion du stress, mais aussi management, communication et tout ce qui était droit et prévoyance. Donc ces 4 axes ont été déclinés d'abord en 5 ateliers, 10, 20, et maintenant on a 50 ateliers différents qu'on continue à faire dans des journées en présentiel, mais également en visio. On a fait une quarantaine de journées maintenant depuis 5 ans, même un peu plus. Et surtout, on a décliné ces ateliers tous les mardis et jeudis de 19h à 20h en visioconférence, et on fait à peu près 80 ateliers par an autour de ces thématiques. Comment bien bouger, comment bien manger, comment bien s'alimenter, comment communiquer avec ses patients, comment communiquer avec ses collègues, apprendre la méditation, la respiration, la cohérence cardiaque. Comment gérer son stress. Comment gérer un patient agressif, comment gérer un harcèlement, comment porter plainte dans ce cadre-là. Et donc, c'est vrai que ces cinquantaines d'ateliers sont dispensés quasiment que par des professionnels de santé. À la fin de chaque séance, ces ateliers sont notés par les participants. En dessous de 92% de taux de satisfaction, je ne reprends pas en tout cas les intervenants. On est extrêmement rigoureux à la fois dans le choix des intervenants et dans la pédagogie faite aux soignants. Ça dure 1 heure par rapport aussi à l'excellence qu'on veut donner à ces ateliers et qui vraiment sont d'une grande qualité et d'ailleurs qui ont un grand succès puisque tous les mardis et jeudis, comme on peut appeler le numéro vert, on peut se connecter à ces IJAD et on peut participer encore à des journées qui sont souvent soutenues par les ARS en présentiel ou en visioconférence. Et d'ailleurs, la dernière journée qu'on a fait soutenue par l'ARS Pays de la Loire, c'était la semaine dernière, c'était une journée dédiée à la violence dans les milieux de soins. Voilà, donc ça c'est assez important dans toutes les actions de l'association. Pour aller plus loin, on fait également des formations dans les risques psychosociaux, Calliope. On en fait une par mois. On en a fait une il y a 2 jours sur les violences sexuelles et sexistes. Ces formations sont destinées aux soignants, mais aussi à nos psychologues sur le réseau national du risque psychosocial, aussi à former nos psychologues sur la plateforme. Et ces formations dans les risques psychosociaux peuvent être sur post-traumatique, la prévention du suicide, peuvent être sur le management, sur la violence dans les milieux de soins, sur la prise en charge des professionnels de santé en souffrance, sur la communication non violente. Donc on en fait une par mois pour proposer en tout cas aux professionnels de santé. Ça ne s'arrête pas là. On fait également des fiches repères, des groupes de parole une fois par mois, supervisés par une psychologue qui est formée au post-traumatique, qui a été formée d'ailleurs dans la santé des armées. Et on a également des autotests. On a vu tout à l'heure que c'était compliqué pour un professionnel de santé de s'arrêter et d'être objectif. Au moins, ces autotests, on a une dizaine d'autotests en partenariat avec le Collège français des anesthésistes réanimateurs, permet de s'auto-évaluer pour voir dans quel état on est, que ce soit le sommeil, la dépression, l'alcool, l'activité physique, l'alimentation, et de se dire finalement, j'ai une vraie prise de conscience sur mon état de santé et il est peut-être temps que je fasse quelque chose. Donc on est tous, par exemple, moi je conseille à tous soignants de faire un test sur le sommeil. Il y a le site Morphée qui propose un très bon test sur ce sujet et on est tous en manque de sommeil, quoi. Donc d'ailleurs, on a 1h30 de moins de sommeil en moins que par rapport à il y a 20 ans. Mais quand on connaît l'impact du manque de sommeil sur la qualité du soin, évidemment, mais la qualité de vie, on se dit, ouais, il y a quelque chose à faire. Alors, on ne va pas demander à un travailleur de nuit de dormir la nuit, mais il y a quand même plus que des astuces, des recommandations, même pour les travailleurs de nuit, sur les siestes, etc. Donc ça, voilà, en tout cas, nous, c'est ce qu'on fait à travers ces ateliers interactifs, repris par des fiches repères, par des ressources aussi de tous les intervenants, qu'on peut avoir dans toutes les actions de l'association. Donc, il y a une partie qui est accessible gratuitement et qui est offerte à
les professionnels de la santé. Quand on parle professionnels de la santé, ce n'est pas que les soignants ou les paramédicaux. Ce sont également les personnes qui travaillent dans le médico-social, tous les administratifs, et même les psychologues, même les vétérinaires, qui ont été les premiers à nous appeler sur la plateforme. Donc, il y a un certain nombre, notamment le numéro vert, en tout cas la plateforme, et ce qu'on appelle les ateliers, les fiches repères, les groupes de parole sont accessibles, offerts à tous les professionnels de la santé qui ont envie d'accéder à nos services. Et même si on est soutenu par les pouvoirs publics, on demande d'avoir des compléments de soutien, en tout cas de visibilité, de financiers, avec des partenaires qu'on va chercher, qui peuvent être des structures, des cliniques, par exemple privées, des établissements, des fondations, des CPTS, des URPS, de nous financer symboliquement. Et pour les remercier, en fait, on leur a ouvert un espace partenaire dans lequel on leur propose des services complémentaires, comme du e-learning. On a 4 sessions de e-learning, bientôt un serious game. On leur propose également tous les replays de nos ateliers, les ressources des intervenants. On a quand même fait plus de 400 ateliers. Pendant un mois, à tous nos partenaires moraux ou les adhérents, on leur propose tous ces replays. On a des partenariats culturels. On a eu un partenariat avec l'Institut Beaubourg pour faire notamment des visites culturelles à l'Institut Beaubourg. On a des partenariats avec des organismes de formation, des partenariats avec des maisons de sport santé, en fait, pour essayer de proposer non seulement des ressources, mais aussi des approches annexes, culturelles, artistiques, et de rentrer dans cette communauté, de proposer cet espace qui leur est complètement dédié pour effectivement, même du e-learning, ça dure une session, ça dure 20 minutes. En 20 minutes, vous avez comment ne pas s'épuiser avec des astuces un peu rapides, un peu concrètes. Et tous ces services vont être, ça va ouvrir 15 avril, là, dans la maison des soignants virtuelle, puisqu'on a créé la première maison des soignants en 2021. On est en train de déménager d'ailleurs là sur Paris, on va en créer une à Metz. Et tous ces services vont être proposés dans la maison des soignants virtuelle, dans lequel chacun pourra avoir une accessibilité, et pour nos partenaires aussi une accessibilité spécifique, dédiée en tout cas avec ces services spécifiques. Donc voilà, ça avance bien dans le développement de l'association depuis 10 ans, avec tous les ans effectivement des nouveautés, des offres, avec à cœur d'être dans la coordination avec tous les acteurs, de dire que SPS fait des choses, mais c'est aussi avec les autres. Voilà, on est en relation avec l'association MO, avec Guérir en mer, avec Second Souffle, avec Acavi, dans lequel on essaie de se coordonner aussi par rapport à nos outils. Donc c'est une valeur forte pour nous, le ensemble. On a une autre valeur forte qui est l'excellence. C'est de dire, un soignant qui ne va pas bien, c'est comment on l'accompagne au mieux, avec les bons intervenants, avec les bons psychologues qui soient formés, de façon avec 100% de décroché. Donc on vise, ça ne veut pas dire qu'on est excellent, mais en tout cas on essaie d'être le plus professionnel possible et le plus excellent possible pour apporter en fait à ces professionnels de l'aide, qui ne soient pas déçus par rapport à nos services et qui soient complètement dans cette phase. On a une autre valeur, c'est longueur d'avance. Et puis la dernière, c'est la philanthropie, qui est évidemment essentielle dans ce cadre-là. Et peut-être avec une raison d'être qui est de dire préserver la santé des soignants, c'est améliorer la vie de tous. Voilà. Difficile de conclure mieux. C'est quoi les prochains défis du coup pour SPS? Les défis, les challenges, c'est d'être connu par le plus grand nombre, à condition de pouvoir être financé. Parce qu'un appel pour l'association coûte 130 €. Quand vous avez 7000 appels par an et peut-être demain 20 000 ou peut-être 30 000, l'association, si elle ne trouve pas d'autres partenaires, que ce soit public, privé ou des donateurs, ne pourra pas continuer à accueillir des personnes qui en ont vraiment besoin. Donc c'est à la fois d'être visible, connu, mais trop connu. Il faut aussi qu'on puisse nous derrière assurer et répondre. On n'a pas des bénévoles
qui répondent au téléphone. Quand vous avez un appel à 4 heures du matin qui dure 1h30, j'ai rien contre le bénévolat, mais il y a une professionnalisation qui est extrêmement importante. Donc, il y a des services qui tendent vers l'excellence, mais ce sont des services qui sont faits par des experts et qu'on rémunère à leur juste valeur, parce que tout travail mérite salaire et c'est important de pouvoir rémunérer ces experts et ces grands experts, j'ai envie de dire. Donc, le challenge, c'est de trouver le modèle qui fait que l'association puisse continuer à répondre au plus grand nombre, mais qui puisse répondre aussi économiquement avec une aide institutionnelle qui doit être faite, ça c'est sûr. On a beaucoup parlé du rapport sur la santé des soignants. Nous, on attend beaucoup plus que ça. On attend une prise de conscience avec des chiffres qui sont alarmants. J'en ai pas parlé au début, mais les 2/3 de professionnels de santé ont déjà eu recours à un burn-out. 20% se jugent en mauvais état de santé, voire très mauvais état de santé. Je parlerai d'un chiffre d'étudiants infirmiers où 25% des étudiants infirmiers ont déjà eu des idées suicidaires. Donc je dis qu'il y a alerte rouge et effectivement l'association SPS, mais d'autres acteurs, il est temps qu'on puisse accompagner beaucoup plus que ce que l'on fait des gens qui en ont besoin. Et beaucoup de professionnels de santé ne nous connaissent pas et ne savent même pas à qui s'adresser en cas de besoin. Alors malheureusement, souvent c'est trop tard et là, c'est les urgences et là ça coûte beaucoup plus cher encore. Parce qu'un suicide, nous on a fait une grosse campagne prévention du suicide où on dénonçait qu'il y avait 3 professionnels de santé qui se suicidaient tous les 2 jours. Et quand je prends 3 professionnels de santé, c'est sur l'ensemble des professionnels de santé, c'est 4,5 millions en France. C'est pas que les médecins, c'est tous les acteurs qui travaillent dans la santé. Et 3 tous les 2 jours, mais il y a urgence immédiate, quoi. Il y a alerte rouge. Donc moi, mon grand défi, c'est, et là on en parle, c'est comment mieux s'occuper de la santé des soignants, mais comment aussi s'occuper juste de leur santé en prévention, de les former, d'en parler partout, de oser communiquer, de leur dire qu'il ne faut pas qu'ils restent seuls, à la moindre alerte, qu'ils osent en parler, peut-être même qu'ils soient arrêtés avant d'être présents, mais mal présents, parce que là, il y a des études qui vont sortir, mais le taux de présentéisme coûte plus cher que le taux d'absentéisme. Donc, quand vous êtes présent, mais en mauvaise santé, il peut y avoir des erreurs fatales qui coûtent beaucoup plus cher que le fait que vous ne soyez pas là. Donc déjà, dans des structures de santé, il y a 20-25% de taux d'absentéisme. Là, il y a des unités entières qui ferment. Donc, qui nous soignera s'ils ne sont plus là demain, quoi? Donc, la santé des soignants, pour moi, c'est la grande cause nationale qu'il faut prendre. C'est pas... La santé mentale, c'est bien comme grande cause nationale. Mais la santé des soignants, pour moi, c'est la grande cause nationale. Parce que notre vie en dépend. On n'a plus de soignants demain, on n'est plus en bonne santé, quoi. Donc, il n'y a plus de parcours, il n'y a plus rien, quoi. Donc, oui, il y a urgence. Ouais. Donc, c'est ça le défi, c'est de dire, pas juste SPS, oui. C'est ensemble, comment on préserve la santé de nos soignants. Comment on attire des étudiants, comment on attire des jeunes à faire ce métier, ce très beau métier de soignant. Alors qu'il y a des études qui montrent que 20% abandonnent avant la 3e année et que 70% ont déjà eu envie d'abandonner. On parle d'attractivité, mais il faut donner l'envie aux jeunes de venir faire ce très beau métier, parce qu'il reste très beau métier, c'est le plus beau métier du monde, moi j'ai envie de dire. Et moi-même j'ai choisi parce que c'est un métier de générosité, de soins, d'accompagnement. Mais là, quoi, avant de s'occuper de la désertification médicale et de l'organisation du soin en France, et occupons-nous de la santé des soignants. C'est pour moi la grande cause nationale. On arrive au bout de notre échange. Est-ce que tu as eu une expérience, on parlait tout à l'heure de ce réanimateur, est-ce que tu as eu des expériences qui t'ont marqué et qui te guident tout au long de... Tous les jours. L'expérience, c'est tous les jours. Je fais de l'accompagnement en gestion de crise quasiment tous les jours. Par des appels, parce qu'on a aussi beaucoup d'appels, entre 15 et 20 appels par jour sur notre plateforme, et qu'on a des appels que les psychologues nous renvoient au niveau de l'association qui sont un peu plus délicats, notamment ce qu'on appelle, nous les appelle 4 primes, puisqu'on grade les appels de 0 à 5. 5, c'est urgence immédiate. 4, c'est idée suicidaire. 4 primes, c'est qu'on les anonymise l'appel,
on renvoie ces appels pour qu'on puisse... donc moi, je supervise en fait ces appels. Et c'est des personnes qui sont en grande détresse qu'on rappelle pour hospitaliser, pour les mettre en arrêt de travail, qu'on accompagne. C'est des directeurs d'établissement qui nous appellent parce qu'il y a eu un suicide dans leur structure. C'est une équipe qui va m'appeler parce que il y a eu un patient qui est décédé à laquelle ils étaient très attachés. C'est une aide-soignante qui s'est fait violer la veille. C'est en fait moi mon travail d'accompagnement des soignants, c'est au quotidien avec des situations plus ou moins complexes qui vont du viol, du harcèlement, du suicide, de personnes qui sont malades et qui sont déprimées, qui fait qu'à chaque fois, on remet en avant tous les outils et les services de l'association, que ce soit la plateforme, que ce soit nos ateliers, que ce soit nos formations. Donc c'est pour ça qu'on développe de plus en plus d'outils dans ce cadre-là, parce qu'en fait, on a tellement de demandes diverses qu'on essaie de répondre à la demande de groupes de parole. Quand j'ai une équipe de soignants dont l'un a décroché son collègue qui était pendu, effectivement, quand on a des groupes de parole, on va les réorienter vers ces groupes de parole où on va mobiliser des psychologues en proximité pour aller sur le site, pour faire des groupes de parole, mais en supervision. Donc moi, c'est mon quotidien qui m'anime tous les jours, de dire que, en fait, on accompagne les gens, il y a une telle reconnaissance. Alors effectivement, en disant, il y a eu un tel boulot, un tel combat, que je suis portée effectivement par l'association, mais surtout portée par les gens qui vont pas bien et qui juste nous disent après, merci quoi. C'est vraiment génial ce que vous faites. On est hyper reconnaissant, que ce soit les étudiants en santé, que ce soit les aides-soignantes, que ce soit des vétérinaires. Ils ont tous une histoire de vie, une anecdote. Et à un moment donné, ils ont tous eu dans leur parcours un patient qui les a marqués, un collègue qui s'est suicidé, eux-mêmes qui ont vécu une séparation, un divorce, qui vont pas bien, qui ont besoin de s'arrêter. Et finalement, derrière la question « Comment vous allez ?» Moi, je suis sûre que derrière cette « Comment vous allez ?» il y a une formule de politesse qui dit « Moi, je vais super bien ». Et en fait, notre métier, c'est de dire derrière ça, qu'est-ce qu'il y a? Et c'est oser poser la question ouverte pour dire « Ouais, vous allez bien, mais finalement, tiens, comment s'est passée ta journée ?» Et là, c'est notre rôle aussi d'aller chercher peut-être le signal faible qui va faire que la personne dérape un peu et qu'il est temps en fait de l'accompagner. Des fois, c'est des choses qui peuvent être banales pour nous, mais qui pour elle est extrêmement important. Donc c'est ça moi qui me marque au quotidien, puis c'est le nombre de soignants qui sont en souffrance, le nombre, tout type de soignants, des directeurs d'établissement, des aides-soignantes, une femme de ménage qui a découvert en arrivant pour faire la poubelle la personne qui est décédée dans la chambre, c'est un vétérinaire qui va pas bien, donc ouais, quand on fait un colloque, quand on fait une journée, les gens viennent vous voir, ils pleurent quoi, quasiment dans vos bras quoi. Donc et là on est là pour leur dire que tout va bien et que ça va aller et qu'on a des ressources. Ils sont plus tout seuls. Moi, je dis toujours, en accompagnement gestion de crise, ils peuvent nous appeler. Et déjà, on a l'impression des fois de ne pas faire grand-chose, mais rien que déjà de les écouter. Et c'est aussi le rôle de notre plateforme. C'est juste l'écoute. L'écoute bienveillante, sans jugement. On n'est pas en train de leur dire « Ah, mais c'est normal que tu te fasses harceler parce que tu l'as agressé. » Non. Même pendant le confinement, il y a des gens qui nous appelaient qui n'étaient pas vaccinés. On ne porte aucun jugement. Pourquoi, en fait, ils sont en souffrance? Peut-être que c'est leur faute, mais on ne veut pas le savoir. Nous, ils sont en souffrance. On est là juste pour leur dire comment on va vous aider pour que vous soyez plus en souffrance et que vous puissiez retourner au travail et que dans votre quotidien, ça se passe le mieux possible. Bon, merci beaucoup pour ce témoignage. C'était hyper intéressant. Si les gens veulent vous redoubler, où est-ce qu'ils peuvent s'adresser? Alors, vous pouvez nous contacter à contact@asso-sps.fr pour tout ce qui est boîte mail. Il y a un formidable site qui s'appelle asso-sps.fr et là, vous avez
l'actualité de l'association qui change tous les jours. On fait plus de 120 événements par an, c'est 2 à 3 événements par semaine. Vous y retrouverez aussi d'ailleurs toute la délégation régionale. Alors pour le coup, eux sont bénévoles et je les salue parce qu'on a un formidable réseau de professionnels de santé qui sont engagés au niveau de l'association. Il y en a une 60aine en France qui sont à la fois qui partent de l'association, qui répondent à des sollicitations, à des conférences, qui font des rencontres aussi pour améliorer la qualité de vie au travail des soignants. Donc il y a l'annuaire qui est sur notre site. Vous pouvez appeler la plateforme, ne restez jamais seul quand ça ne va pas, vous avez compris, 0805 23 23 36 ou télécharger l'application ASSO SPS sur votre smartphone, elle est gratuite. Là, vous allez retrouver les 120 psychologues qui, de toute façon, vous en aurez au moins 2 ou 3 disponibles en vert, en orange, ils sont en consultation. Et surtout, ne restez pas seul, vous avez maintenant une association qui... peut vous accompagner ou vous réorienter, si besoin, vers d'autres associations, vers une structure médicalisée ou vous prendre en charge personnellement par rapport à votre souffrance. Ou si même, ça peut être même juste aussi parce que tout simplement on a envie de parler, parce que ça permet aussi de passer un cap, quoi. Et puis vous pouvez aussi nous appeler juste pour le plaisir. Voilà. Merci beaucoup, Catherine. Merci, Alexandre. C'était super intéressant. Et on se voit très bientôt. Avec plaisir. Merci Alexandre. Beaucoup, au revoir. Au revoir.